Bonjour, je suis une femme d'une quarantaine d'années résidant à Los Angeles. Il y a eu un moment où je me suis sentie émue en regardant un film. Vers la fin, une mère rend visite à un jeune homme qui a été accusé à tort de quelque chose qu'il n'a pas fait. Elle lui dit « Tu n'as pas de mère ?» Cette phrase signifie que si le jeune homme avait une mère, elle n'aurait pas permis que son enfant soit accusé à tort et emprisonné. Cette phrase résume parfaitement les émotions complexes et délicates du personnage principal du film. Cependant, en entendant cette phrase, je me suis également sentie émue. Le jeune homme, qui a été accusé à tort et emprisonné, m'a fait penser à moi. Je suis un orphelin, quelqu'un qui n'a pas de parents pour me défendre contre le monde. Ne pas avoir de parents, c'est comme ne pas avoir de maison où retourner, en particulier lorsque je me rends chez mes amis, que je participe à des entretiens d'embauche ou même que je demande la bénédiction de mes beaux-parents. La question de savoir ce que font mes parents me donne l'impression d'être la personne la plus pitoyable au monde, mais je n'ai pas toujours été orpheline. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 7 ans, tout comme mes amis. Ils m'ont énormément aimé pendant mes premières années d'école primaire. Il y a eu une journée d'enfant fatidique qui a tout changé. Nous sommes allés à Disneyland en famille, profitant des manèges et des festivités. Ce fut une journée inoubliable, remplie de joie et de rire. Sur le chemin du retour, dans la voiture, je me suis endormie sur la banquette arrière. Mon père conduisait et ma mère était assise à côté de lui. Ils étaient en pleine conversation. Lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital, souffrant de douleurs atroces dans tout le corps. La douleur était si intense que j'avais l'impression d'avoir été frappée avec un bâton. Chaque respiration était laborieuse et ma poitrine souffrait énormément. J'avais l'impression d'être au bord de la mort. Mais ce qui m'effrayait encore plus, c'était l'absence de mes parents à mes côtés. Ils étaient toujours restés avec moi, même lors de maladies bénignes. J'ai donc demandé à une infirmière où se trouvaient mes parents. Sa réponse a été évasive et elle n'a rien dit. Peu après, on a fait venir un policier. Il a semblé hésiter, mais a fini par m'annoncer la terrible nouvelle. Mes parents avaient tragiquement perdu la vie dans une collision frontale avec un conducteur ivre. J'étais le seul survivant, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il y a quelques instants, mes parents étaient devant moi, en pleine conversation. Comment ont-ils pu soudainement disparaître, me laissant seule? J'avais l'impression d'être dans un cauchemar, quelque chose dont je me réveillerais et que je trouverais irréel. J'ai cligné des yeux et j'ai ressenti une douleur vive et réelle, confirmant qu'il ne s'agissait pas d'un simple rêve. Pourtant, tout semblait surréaliste, comme si mes parents allaient franchir la porte de la chambre d'hôpital d'une minute à l'autre, mais ils n'ont pas pu, car après leurs funérailles, je suis devenue orpheline. Ma nouvelle résidence était la maison de ma tante à Los Angeles, qui est ma tante par une mère différente de celle de mon père. Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Avant d'entendre les paroles de l'officier de police, personne ne pouvait s'occuper de moi et il prévoyait de m'envoyer dans un orphelinat. Cependant, ma tante s'est présentée à l'improviste et a proposé de m'accueillir. Elle n'était même pas mariée et je n'arrivais pas à croire qu'elle avait accepté cette responsabilité. C'est ainsi que je me suis retrouvée à vivre à Los Angeles avec ma tante, une étrangère pour moi, pendant qu'elle s'occupait de gérer l'argent de la vente de la maison de mes parents, leurs économies et l'argent de l'assurance. Nous avons connu des difficultés financières pendant cette période. Lorsqu'ils ont appris que l'argent de l'assurance était substantiel, mes proches, qui avaient initialement refusé de me soutenir, se sont rués sur la maison de ma tante. Cela a donné lieu à de vives disputes et même à l'intervention de la police. Pour échapper au chaos provoqué par les proches, ma tante et moi avons dû nous déplacer fréquemment. Une fois, ils ont même perturbé mon école et ont fait une scène, si bien que tous mes camarades de classe ont appris mon statut d'orpheline. Je me sentais exposée, comme si j'étais nue au milieu d'un terrain de football. Cependant, ma tante a engagé des avocats et a obtenu une ordonnance restrictive contre les membres de la famille, ce qui nous a permis de nous libérer de leur brimade. Ma tante avait toujours été réservée, ne montrant que rarement ses émotions. Bien que nous vivions ensemble, nous ne nous parlions guère. Elle ne disait que ce qui était nécessaire.
Notre résidence commune ressemblait plus à un dortoir, un endroit temporaire que je devais quitter quand je serais prête. Ainsi, lorsque le moment est venu pour moi de partir à l'université, je l'ai fait sans aucun regret. Depuis, je ne suis pas retournée chez ma tante à Los Angeles, car je vis de façon indépendante à Stanford. De temps en temps, ma tante me rendait visite, mais nous ne faisions que dîner au restaurant avant de nous séparer. Lorsque j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, ce qui a conduit à mon mari actuel, même ces dîners ont cessé. Mon mari travaillait dans la même entreprise que moi et nous nous sommes croisés alors que nous travaillions ensemble sur un projet. Nous avons développé une relation romantique. Il était l'aîné d'une fratrie de 3 enfants et était autonome. Depuis qu'il est entré à l'université, il a dû payer ses frais de scolarité et subvenir lui-même à ses besoins. Bien que sa famille ne soit pas pauvre, il a choisi de ne pas imposer de fardeau à ses parents en raison de ses 2 frères et sœurs plus jeunes. Par conséquent, nous avons dû reporter notre mariage jusqu'à ce qu'il puisse économiser suffisamment d'argent. Heureusement, je n'étais pas pressée de me marier, et attendre mon mari n'était donc pas un problème. Après 9 ans de relation, nous avons finalement décidé de nous marier. Comme nous étions ensemble depuis longtemps, sa famille me considérait presque comme sa belle-fille. Je n'étais donc pas nerveuse ou craintive à l'idée de les rencontrer. Cependant, les gens changent, surtout lorsque le mariage est imminent. Sa famille a commencé à me traiter différemment, en particulier sa mère, que je ne connaissais pas auparavant. Elle a exprimé son manque d'enthousiasme à l'idée que je devienne sa belle-fille, invoquant mon manque de soutien parental. C'était décourageant, mais telle est la nature de certains parents. J'avais espéré que mon fils soit accueilli et aimé par sa belle famille. Je souhaitais qu'il ait une belle-mère qui prenne soin de lui et lui offre un foyer accueillant. Il était affligeant de penser qu'il ne recevrait aucune aide de la famille de sa femme. J'étais profondément bouleversée. J'espère que vous comprenez que ces sentiments m'habitent depuis 9 ans. Pendant cette période, j'ai acheté des vêtements et des produits de beauté pour elle pendant les 4 saisons. Elle a accepté ces cadeaux sans se plaindre. Aujourd'hui, cependant, elle ne m'aime pas parce que je suis orphelin. La prise de conscience a été rude et j'ai ressenti une immense tristesse. Malheureusement, il n'y a aucune garantie que cette situation ne se répète pas. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si quelqu'un accueillerait vraiment à bras ouverts une belle fille orpheline. Néanmoins, j'ai gardé mon calme devant sa mère. Les paroles de sa mère m'ont prise au dépourvu. Comment pouvait-elle oublier toute la gentillesse dont elle avait fait preuve auparavant? Elle était restée silencieuse lorsqu'elle avait reçu ses cadeaux, alors pourquoi se comportait-elle ainsi tout à coup? Ce n'est pas de sa faute si ses parents sont décédés. Comment peut-elle dire des choses aussi blessantes alors qu'elle a elle-même des enfants? Les mots me manquaient, mais ce jour-là, mon mari, qui ne s'était jamais rebellé contre ses parents auparavant, a pris ma défense. Il a crié après ses parents, défendant notre relation. Sa mère a semblé choquée et est restée silencieuse pendant le reste de notre voyage de retour. En chemin, mon mari m'a parlé, m'assurant de ne pas me laisser intimider par sa famille. Il m'a promis d'être mon mari et mon parent, en m'apportant le soutien émotionnel dont j'avais besoin depuis la mort de mes parents. Ces paroles m'ont profondément touchée, comblant le vide dans mon cœur. Mon cœur était rempli d'un sentiment de chaleur. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante après un long moment et lui ai demandé si elle pouvait se joindre à nous pour un dîner en famille avec mes beaux-parents. Elle a accepté avec joie. Je me suis sentie désolée de placer une telle attente sur ma tante, étant donné qu'elle n'était pas mariée. Cependant, quelques jours avant le dîner, ma tante m'a appelée et s'est excusée, disant qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne pourrait pas venir. J'ai eu l'impression qu'un vent froid soufflait dans mon cœur. Cela m'a rappelé le chagrin que ressentent souvent les orphelins. Mais je ne pouvais pas me résoudre à lui en vouloir. Après tout, elle n'était pas ma mère et il ne serait pas juste de la tenir pour responsable. Je lui ai dit que je comprenais et je lui ai souhaité un prompt rétablissement. Nous avons donc poursuivi nos projets de mariage sans le dîner de famille. Mon mari et moi avons commencé à préparer notre vie commune. Nous avons trouvé une maison et commencé à acheter des meubles et d'autres articles essentiels dans le cadre de notre budget limité. L'argent étant rare,
Nous avons pris notre temps et avons tout acheté un par un. J'ai dû utiliser le dépôt de garantie de mon ancien studio. J'ai emménagé dans la maison plus tôt que prévu et j'ai commandé des appareils électroménagers en ligne, en veillant à trouver des prix raisonnables. Un jour, ma belle-mère et ma belle-sœur nous ont rendu visite à l'improviste. Elles ont remarqué les appareils ménagers et les bols que nous avions achetés et ont fait remarquer qu'ils avaient l'air bon marché. Elles se sont demandé pourquoi ma tante, qui était censée être comme un parent pour moi, ne faisait rien pour nous aider. Si elle ne pouvait pas venir au dîner en raison de sa maladie, elle aurait dû au moins nous aider à organiser le mariage. Ils pensaient qu'au lieu d'avoir une belle-fille, ils s'occupaient d'une orpheline. Cela m'a frustrée, car je n'étais pas une philanthrope et je ne me sentais pas obligée de m'occuper de l'enfant d'une autre personne. Ils ont également évoqué l'argent de l'assurance de mes parents, laissant entendre que je n'avais pas tout utilisé. Ils m'ont demandé si j'étais au courant et m'ont conseillé de ne pas laisser ma tante profiter de moi en utilisant l'argent. Je me suis rangée à leur avis. Comme dans les films, il y a toujours une personne qui essaie de profiter de l'argent de quelqu'un. Elles m'ont suggéré de rendre visite à ma tante et de lui demander de me rendre l'argent avant le mariage. Leur visite a donc été motivée par l'idée de récupérer l'argent de l'assurance de mes parents. Pour être honnête, je m'étais toujours demandé combien d'argent il restait de l'assurance, vu l'empressement de mes parents à en obtenir une part. Je ne pensais pas que ma tante avait tout dépensé pour m'élever et subvenir à nos besoins. J'étais réticente à aborder le sujet du transport scolaire, car je ne voulais pas m'imposer à ma tante. Bien qu'elle prenne soin de moi et subvienne à mes besoins, je ne me sentais pas à l'aise pour lui demander une telle faveur. Le jour du mariage approchant, j'ai décidé de tendre la main à ma tante. Je lui ai demandé si elle pouvait m'accompagner au mariage en venant chez moi la veille. Elle s'est excusée et a expliqué qu'elle avait un voyage d'affaires ce jour-là. Elle a exprimé ses regrets et a proposé d'envoyer de l'argent comme cadeau de mariage, suggérant que je l'utilise pour ma lune de miel. Sa réponse m'a profondément bouleversée. Je savais qu'elle n'avait pas beaucoup d'affection pour moi, mais je ne comprenais pas pourquoi elle me traitait ainsi. D'abord, elle n'était pas venue dîner, et maintenant, elle s'absentait du mariage. N'aurait-elle pas pu m'informer plus tôt qu'elle ne pouvait pas venir? De cette façon, je ne me serais pas attendue à sa présence. Je lui suis reconnaissante de m'avoir élevée pendant toutes ces années, mais vivre avec elle m'a toujours fait me sentir seule, car elle ne m'a jamais traitée comme une famille. Au lieu de me laisser vivre avec d'autres membres de la famille, elle m'a accueillie chez elle. Était-ce à cause de l'argent de l'assurance de mes parents? Voulait-elle seulement l'argent? Me rejetait-elle parce qu'elle n'avait plus besoin de moi? Je voulais désespérément qu'elle s'explique et qu'elle me donne une raison. Mais ma tante est restée silencieuse. Frustrée, j'ai décidé de ne plus jamais la contacter et j'ai même pris la décision de ne pas assister à ses funérailles. Je ne connaissais pas le montant exact de l'indemnisation de l'assurance, mais je le considérais comme un paiement pour mon éducation. Je ne voulais plus aucun lien entre nous. Après avoir raccroché, je me suis assise et j'ai pleuré pendant un long moment. J'étais déterminée à couper les ponts avec ma tante. Comme prévu, elle n'est pas venue au mariage. Les sièges vides destinés aux parents de la mariée ont attiré l'attention du côté de la famille de mon mari. Ma belle-mère a profité de la situation et m'a fait passer un mauvais quart d'heure sur mon statut d'orpheline. Elle m'a accusée d'avoir essayé de les tromper en laissant les sièges vides, faisant ainsi une déclaration publique de mon statut d'orpheline. Ces remarques m'ont profondément blessée et elle s'est excusée, reconnaissant qu'elle aurait dû faire quelque chose à ce sujet mais qu'elle avait été prise par d'autres choses. Elle a promis que cela ne se reproduirait plus et m'a demandé de la compréhension. En réponse, elle m'a demandé d'exaucer ses souhaits à l'avenir, en étant prête à aller jusqu'à aboyer si elle me demandait d'aboyer ou à mordre si elle me demandait de mordre. Je vous implore de me prêter l'oreille et de tenir compte de mes paroles. Vous aimez mon chien, et je me demande pourquoi vous ne pouvez pas et ne voulez pas nous montrer la même affection. Lors du mariage, tu as pu constater de visu qu'en dehors de ton mari et de notre famille, tu n'as personne d'autre sur qui compter. Il n'y a pas de famille élargie ou de parents pour vous soutenir. Il est important que vous le reconnaissiez et que vous exprimiez votre gratitude et votre loyauté à notre égard. Sarah, vous avez une chance inouïe d'avoir une belle-mère qui soutient de tout cœur sa belle-fille.
Vos parents n'ont peut-être pas été aussi chanceux, mais vous avez vraiment eu de la chance de nous avoir comme beaux-parents. Veuillez comprendre que nous vous traitons en conséquence et qu'il serait bon que vous fassiez de même à mon égard. J'ai enduré les remarques désobligeantes de ma belle-mère et de ma belle-sœur dans le dos de votre mari. J'espérais que leur comportement cesserait si je ne réagissais pas. Cependant, au fil du temps, leur irrationalité s'est intensifiée. Elles ont même commencé à faire des demandes absurdes. Étonnamment, avant le mariage de ma belle-sœur, ma belle-mère s'est complètement transformée. Soudain, elle a proposé de faire la vaisselle et vous a exhorté à vous reposer, sachant que vous seriez fatigué par le travail. Le changement de son comportement était étonnant. Il est possible qu'elle ait subi ce changement radical parce que c'était le tour de sa fille de se marier. Cependant, sur la base de mes expériences personnelles, j'ai du mal à croire pleinement à sa transformation. Je savais que ses actions avaient des arrière-pensées, et comme prévu, j'ai fini par découvrir la raison de son comportement. Quelques jours plus tard, ma chère, au fait, vous êtes-vous renseignée sur l'argent de l'assurance dont nous avons parlé précédemment? Combien reste-t-il à votre tante? Camilla, ne tenez pas compte de l'argent qu'elle a dépensé pour mes frais de subsistance et d'éducation. Même s'il lui reste de l'argent, je ne peux pas me résoudre à lui demander de me rembourser. Le soutien qu'elle m'a apporté et l'éducation qu'elle m'a donnée tout au long de ces années sont plus que suffisants. Hélas, mon Dieu! Que insinuez-vous? Croyez-vous qu'il s'agit d'une somme insignifiante? 2 vies ont été perdues, et le dédommagement offert par l'auteur de l'infraction aurait été substantiel. Combiné à l'argent qu'elle a acquis en vendant votre maison, elle aurait représenté une fortune. Êtes-vous assez fou pour y renoncer? Si vous n'êtes pas disposé à le faire, permettez-moi de m'en occuper. Regardez-moi faire. Malgré mon refus et la situation difficile dans laquelle nous nous trouvions, ma belle-mère a engagé un enquêteur pour enquêter sur les antécédents de ma tante. En peu de temps, nous avons reçu des nouvelles qui confirmaient mes soupçons. Regardez cette preuve, j'avais un pressentiment. Votre tante possède un immeuble à Los Angeles, qu'elle a acheté 1 an après vous avoir recueilli. Vous imaginez ce que cela implique? Un simple employé de banque n'a pas les moyens d'acquérir un immeuble valant des centaines de millions. D'ailleurs, savez-vous combien il vaut aujourd'hui? Elle s'élève à plus de 5 milliards de dollars. C'est inacceptable. Nous devons intenter une action en justice immédiatement. Mais les procédures judiciaires sont longues. Appelez plutôt tout de suite votre tante et demandez-lui de vendre l'immeuble et de vous remettre l'argent. Franchement, j'ai été surpris lorsqu'elle m'a dit la vérité. Même si je ne voulais pas le croire, je ne pouvais pas le nier. Cependant, malgré cette réalité, j'apprécie que ma tante m'ait élevée et ait soutenu mon éducation. Même si elle a acquis le bâtiment avec cet argent, je n'ai pas l'intention de lui demander de le rendre. Elle m'a traité comme si j'étais la sienne, ne ménageant jamais son temps lorsque je vivais avec elle. Il vaut donc mieux laisser tomber. Qu'est-ce que vous insinuez exactement? C'est moi qui m'occupe de toi maintenant. Tu ne penses pas que je mérite une compensation? Vous offrez un immeuble à votre tante, mais pourquoi ne m'avez-vous pas donné un seul centime? Que as-tu apporté dans ce mariage? Mon fils naïf est tombé amoureux de toi par sympathie pour ton statut d'orphelin. Tu es entré dans ce mariage les mains vides. Pendant ce temps, ta tante est propriétaire d'un immeuble. J'ai besoin d'un soutien financier pour le mariage de ma fille. Va donc demander de l'argent à ta tante. Ma belle-mère, furieuse, a exigé que je prenne l'argent chez ma tante. Incapable de le supporter plus longtemps, j'ai confié à mon mari ce qui s'était passé. Il s'est immédiatement rendu chez ses parents et a fait une scène. Par la suite, ma belle-mère a cessé de parler de l'argent, mais ces brimades n'ont fait que s'intensifier avec le temps. Vous attendez de moi que je m'occupe de votre fille pendant sa convalescence après l'accouchement? Et mon travail? Vous avez des vacances d'été et vous pouvez planifier en conséquence l'accouchement de ma belle-sœur. Il est prévu qu'il s'agisse d'une césarienne, donc la date ne changera pas. J'ai entendu parler d'autres belles-filles aînées qui ont soutenu financièrement leur belle-sœur pendant le postpartum. Mais vous avez perdu un bâtiment d'une valeur de 5 milliards de dollars au profit de votre tante,
et vous ne pouvez pas en dire un seul mot. À quoi suis-je censé m'attendre? Vous devriez au moins gérer efficacement votre temps pour vous acquitter de vos responsabilités. Vous ne pensez pas que c'est le cas? Ne vous donnez pas la peine d'impliquer votre mari dans cette affaire, faites votre choix et occupez-vous de votre belle-sœur. Vous finirez par avoir un enfant vous aussi, alors pensez à cette pratique. Vous comprenez, après le dernier incident, ma belle-mère, encore bouleversée, a insisté sur le fait qu'elle ne reculerait pas cette fois-ci. Elle m'a posé un ultimatum, je devais choisir entre payer les soins postnatals ou m'en occuper moi-même. C'était une demande absurde, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Alors que le fardeau pesait lourdement sur mon esprit, mon mari a reçu un appel téléphonique tard dans la nuit. Surpris, il s'est précipité dans la salle de bain pour répondre. J'étais dans ma chambre lorsque le téléphone a sonné. J'ai répondu à l'appel et peu après, mon mari est sorti de la chambre avec une expression sérieuse sur le visage. Nous devons aller à Los Angeles, dit-il, ta tante vient de décéder. Ces mots m'ont ramené à la réalité. Malgré ma décision de couper les ponts avec elle, ma tante, qui m'avait élevée et qui était ma seule famille, était décédée. Cela me paraissait étrange, c'est moi qui aurais dû recevoir l'appel, mais pourquoi mon mari l'a-t-il reçu à sa place? D'où venait l'appel? Comment connaissait-il son numéro? Mon mari m'a alors expliqué ce qui s'était passé. Il avait rencontré ma tante devant la chambre sur le toit où j'habitais, peu de temps après que nous ayons commencé à nous fréquenter. Ils étaient restés en contact à mon insu. Ma tante s'était inquiétée de mon bien-être et avait envoyé à mon mari 50 millions de dollars pour nous aider à acheter une maison. Elle m'avait également parlé d'un immeuble à Los Angeles qu'elle avait acheté pour protéger l'indemnité d'assurance de mes parents contre mes proches qui essayaient de la leur prendre. Ma tante avait l'intention de me donner l'immeuble le moment venu, en demandant à mon mari de veiller à ce que cela se produise si quelque chose lui arrivait. Elle a demandé à mon mari de me cacher tout cela. Malheureusement, ma tante était malade. Elle s'était effondrée avant notre dîner et on lui avait diagnostiqué un carcinome péritonéal. Son état était si grave qu'elle n'avait pas pu assister au dîner et avait dû subir une intervention chirurgicale immédiate. Elle avait fait de son mieux pour se rétablir à temps pour notre mariage, mais le cancer s'était propagé trop rapidement. Elle ne voulait pas que je sois au courant de sa maladie et voulait m'épargner toute épreuve avant mon mariage. Si j'avais su, j'aurais partagé sa douleur. Je me suis excusée auprès de mon mari pour le ressentiment que j'avais éprouvé à l'égard de ma tante et pour ne pas avoir reconnu l'amour et la protection qu'elle m'avait toujours apporté. Submergée par les émotions, j'ai décidé de retourner dans la maison de Los Angeles que j'avais abandonnée dans le passé. Après avoir assisté à ses funérailles à Los Angeles, je me suis rendue chez ma tante pour trier ses affaires. La maison que j'avais quittée il y a tant d'années n'avait pas changé. Je me souviens que la chambre était bien rangée lorsque j'y ai séjourné, tout comme elle l'était lorsque je l'ai quittée. Peut-être ma tante voulait-elle que je lui rende visite et que je range ma chambre de temps en temps. Je suppose qu'elle la gardait ainsi pour que je ne me sente pas mal à l'aise lorsque je rentrais à la maison. Lorsque mes pensées en sont arrivées à ce point, j'ai senti une vague de chaleur dans mon cœur, qui a fait couler des larmes sur mon visage. Ce jour-là, chez ma tante, après l'enterrement, j'ai pleuré de chagrin et de nostalgie. Ma belle-mère était avec moi à la maison et m'a félicité en me disant que le ciel était de mon côté. Il s'était occupé de tout ce qui concernait ma tante. Avez-vous reçu les documents nécessaires? Savez-vous à combien s'élèvent les droits de succession? Dès qu'elle a vu mon visage, ma belle-mère a abordé la question de l'immeuble, avec une expression méchante dans les yeux. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Comment pouvait-elle dire félicitations quand quelqu'un était décédé, surtout quand on sait que c'est ma tante qui m'a élevée? Elle aurait pu au moins lui souhaiter de reposer en paix, même si elle ne le pensait pas. Comment peut-elle trouver approprié de dire félicitations, et comment dort-elle la nuit? Est-elle ici pour exiger que j'utilise l'argent de l'immeuble pour les soins postpartum de sa fille? Ou suggère-t-elle que je vende l'immeuble pour la remercier de m'avoir accueillie en tant que belle-fille orpheline? Pourquoi continue-t-elle à me traiter de la sorte, alors qu'elle est techniquement orpheline elle? Aussi, pourquoi me traite-t-elle d'orpheline et me manque-t-elle de respect? Nous n'avons pas de parents toutes les deux,
Alors pourquoi me dérange-t-elle autant? Écoute bien, à partir de maintenant, tu ne dois plus être grossière avec moi. Si tu le es, je te traiterai de la même façon. Et ne vous avisez plus de mentionner l'immeuble de ma tante. Ni vous ni votre fille ne recevrez un seul centime de cette propriété, vous me comprenez? Après avoir évacué ce que j'avais gardé à l'intérieur, je suis entrée dans la chambre. J'étais tellement bouleversée que mes doigts tremblaient. Ma belle-mère ne me traitait plus d'orpheline, non pas à cause de moi, mais parce que mon mari y avait mis fin. Il lui a dit que si elle me traitait d'orphelin ou si elle abordait à nouveau le sujet de mon statut d'orphelin, il lui couperait les vivres. On dit que les mères écoutent leurs fils lorsqu'ils vieillissent, et cela s'est avéré vrai. Par une série d'événements, je suis devenue du jour au lendemain propriétaire d'un immeuble de 5 milliards de dollars. La belle-mère qui m'avait demandé d'être un chien fidèle à la belle famille était devenue un chien chassant un poulet sur le toit. On dit souvent que la vie a des hauts et des bas, mais je n'aurais jamais pu imaginer que cela m'arriverait. Aujourd'hui, je pense à ma tante. Je devrais aller lui rendre visite et discuter avec elle. Je vivrai pleinement ma vie en l'honneur de ma tante, qui a toujours été à mes côtés. Merci d'avoir écouté mon histoire. Prenez soin de vous et restez en bonne santé. Si vous vous sentez optimiste et satisfait, exprimez vos mots d'encouragement et vos conseils judicieux dans la section des commentaires. Vos commentaires et vos abonnements m'aideront grandement. Je vous souhaite à tous une journée fantastique, y compris à ceux qui viennent d'horizons différents.